Yehoshua Halevi qui vous parle de Kfar Maimon en Israël. Shalom. Dans la crise du Golfe, on a retrouvé, vous ai-je dit, dans la solidarité exprimée par la diaspora, cette dimension d'urgence. Mais paradoxalement, ce n'est pas au fond à cause de la détresse psychologique des Israéliens que les gens me semblent avoir agi, mais parce qu'ils étaient surinformés de la situation. Je me souviens par exemple que ma fille qui habite Strasbourg nous avait téléphoné de la tombée imminente des Scuds avant même que nous en étions informés ici sur place. Voyant ce que l'on voyait sur les écrans de télévision, ces chambres calfeutrées, ces masques en bandoulière, ces destructions, une irrésistible pression était née de ce spectacle stupéfiant, une pression morale. Parce que des Israéliens avaient leur vie quotidienne modifiée, transformée par la guerre, on n'a pu supporter à Paris, à Nice ou à New York que la sienne de vie soit identique. Il devenait intolérable qu'elle se poursuive comme si de rien n'était. C'est alors qu'un voyage éclair en Israël prenait un sens. C'était une manière de lutter contre l'indifférence, la routine et l'habitude qui nous font généralement passer au travers des événements indemnes. C'est accueillir dans sa vie la détresse de l'autre, c'est accepter, ne fût-ce que pour quelques jours, de s'exposer virtuellement au danger. Mais de ce fait, ce ne pouvait être qu'une solidarité symbolique, éphémère. Il serait vain de lui donner, un an après, une autre signification. Bien sûr, on peut toujours trouver à redire et faire l'hypothèse que si les bombardements irakiens avaient été plus intensifs, le nombre des solidaires aurait été plus faible. Mais je ne veux pas ironiser sur une telle démarche sous prétexte qu'elle permettait de résoudre provisoirement leur malaise, voire leur mauvaise conscience. Nous n'allons pas, au nom d'une stupide relativisation de la morale, interpréter cet acte comme s'il était aussi égoïste que l'attitude de celui qui aurait affiché ouvertement son indifférence à l'époque au sort des Israéliens. Aurait-il fallu qu'un missile frappe le King David pour que ceux qui ont fustigé ces visites éclairs jugent ces touristes un peu particuliers à leur juste valeur? Dire nous rendre visite quelques jours en temps de guerre, c'est bien, mais insuffisant. Et exiger d'eux qu'ils reviennent s'installer définitivement, je l'ai fait, mais c'était changer complètement de sujet. Cela n'a plus rien à voir avec la solidarité. La solidarité implique précisément une distance initiale que l'on désire combler et non une identité totale. C'est pour ça que je vous disais dans une de mes dernières chroniques que c'est un leurre de parler d'identité du peuple juif. La solidarité est fondamentalement une vertu, mais pas un devoir, une disposition volontaire, facultative, qui justifie reconnaissance et encouragement, et non une contrainte qui mérite la sanction si elle n'est pas observée. On ne peut vanter les mérites de la souveraineté, ce que nous appelons nous les religieux, le libre arbitre que Dieu nous a donné, et par ailleurs faire les comptes des bons, des méchants et des indifférents. L'indépendance, c'est, rappelons-le, de ne plus devoir qu'à soi-même la responsabilité de la situation dans laquelle on se trouve. Alors si l'on prend en considération ces événements clés que sont la guerre du Golfe, l'immigration des Juifs soviétiques et éthiopiens, je suis frappé de l'asymétrie de leurs fonctions. La diaspora peut manifester une solidarité touchante et émouvante alors qu'Israël est en danger. Mais Israël définit sa tâche en termes de responsabilité, Israël agit. Et il me semble là que le partage soit très net. Ça ne veut pas dire que la diaspora ait forcément un rôle marginal, ce serait injuste. Ce serait éluder le rôle historique et toujours actuel peut-être de l'agence juive. Sa fondation en 1928 reposait en tout cas sur l'idée que la construction d'Israël est l'œuvre et la responsabilité de tout le peuple juif et pas seulement des sionistes. Et que devraient y prendre part les juifs déterminés même s'ils ne sont pas prêts à s'y établir eux-mêmes. C'est là en substance le message des juifs américains actuels, du fait de sa prospérité matérielle,
Le projet, la particularité historique, je dirais presque la raison d'être morale du judaïsme américain, c'est l'aide à toutes les autres communautés. Et le Joint en est un exemple vivant. La solidarité est le moteur idéologique, le souffle dynamique de cette communauté américaine. Elle n'a que cela. Et elle ne se pense que dans cette mission. Je dois dire que de ce point de vue-là, elle n'a pas si mal rempli du tout, au demeurant. Nous pourrions vouloir limiter la générosité proverbiale des Juifs américains. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est une question de disposition fiscale qui favorise les dons. Non, c'est parce que les Juifs américains, pour toutes sortes de raisons qu'on pourrait analyser par ailleurs, veulent se montrer solidaires de ce point de vue-là. Israël, quant à lui, se perçoit comme l'agent historique du peuple juif. Assuré de la justesse de son diagnostic quant à la rareté et à la précarité d'une société pluraliste angola, Israël a rarement envisagé sur le plan théorique une assistance à une communauté qui entendait demeurer sur place, vraiment. J'ai même entendu beaucoup d'Israéliens qui me reprochaient d'avoir, dans une faible mesure, en restant en Angola pendant toutes mes 40 premières années de la vie, pendant 60 ans même de la vie, mais je veux dire 40 ans de la vie active, eh bien d'avoir ainsi consolidé sur place des structures juives et communautaires, alors qu'au fond l'avenir est en Israël. Une telle mesure ne peut être conçue que comme une propédeutique à une immigration à venir et qui est inéluctable pour les sionistes. En sauvant les Juifs d'Éthiopie, en accueillant les Juifs d'Urs, Israël est allé au-delà de la rationalité économique pure. C'est bien sûr une solidarité intéressée puisque la population israélienne s'est trouvée agrandie et qu'à moyen terme elle se trouvera renforcée par l'apport de ces centaines de milliers d'immigrants. Mais les autorités présentent clairement à la population israélienne l'exigence de consentir à des sacrifices énormes, immédiats, pour faciliter l'intégration des Juifs démunis d'Éthiopie ou d'Urs ou d'ailleurs. C'est l'essence même de l'État d'Israël comme État juif qui est en jeu que de rassembler, même contre ses propres intérêts immédiats, des enfants dispersés. J'ai entendu des Juifs qui se disaient, mais pourquoi au fond faire de la propagande pour que les autres Juifs viennent nous rejoindre? Nous avons déjà suffisamment de chômage, de crises économiques, nous n'avons pas assez d'habitation pour nous, de maisons. Alors pourquoi nous embêter encore avec des vieux, des malades, des enfants qui nous coûtent les yeux de la tête? Mais il faut dire que le sionisme est en ce sens un idéal aux antipodes d'un poujadisme israélien qui n'aurait pour seule préoccupation que la satisfaction des besoins immédiats de la population présente. Alors, donc attention à l'identification poussée à l'extrême. Il ne faut pas nier le lieu où l'on se trouve et dévaloriser son destin dans le pays dont on est le citoyen. Je crois qu'il faut assumer ses choix. Mais il est vrai qu'au plan de l'histoire, rien de ce qui implique l'existence des Juifs ne se fait plus aujourd'hui en dehors d'Israël. Les événements du Golfe, les Juifs d'Union soviétique et d'Éthiopie, Israël, on le voit, est toujours en première ligne pour décider, pour agir ou pour décider de ne pas agir. C'est toujours en Israël que ça se passe, intensité des émotions, précipitation des événements, permanence d'un danger, d'une menace extérieure, rédemption et libération. Tout le monde en convient aujourd'hui, le destin d'Israël se fait en Israël. Le destin du judaïsme se fera aussi ici, à Sion. Mais alors justement, cela ne risque-t-il pas de créer, en tout cas deux peuples, l'un en Israël et l'autre dans une diaspora qui perdure? C'est ce que nous allons essayer d'analyser dans une prochaine chronique. Shalom, c'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon. Ici, votre ami Yoshua Levi de Kfar Maimon, Shalom. Je vous ai longtemps entretenu de la nécessité
de l'unité du peuple juif, mais aussi de ce que cela pouvait avoir d'illusoire. À cet égard, l'alliance contractée entre la plupart des leaders juifs de la diaspora et les Israéliens autour de la question qui est juif de naguère dissimule en fait les différences réelles qui les séparent. Et certains pensent même que nous sommes en train de vivre l'époque où il y aura en fait 3 peuples juifs en voie de constitution. La formation de ces 3 peuples juifs marquerait un changement historique dont il est impossible aujourd'hui de mesurer les conséquences. Pour tous ceux qui demeurent convaincus qu'il n'existe et ne saurait exister qu'un seul peuple juif, quelles que soient les divisions politiques, religieuses ou géographiques existantes, cela serait évidemment une calamité. Je vous rappelle aussi que la Torah prône l'unité du judaïsme, à commencer par le judaïsme, en attendant l'unité du genre humain. Or, quelle serait la nature de chacun de ces 3 peuples dont on distingue les prémices actuellement? Le fait est bien connu. D'abord, la majorité des Juifs vivent en dehors d'Israël, à raison de 3 pour 1. Le mode de vie de cette majorité est fondamentalement laïque, leur calendrier de référence chrétien. Je me souviens que le tout grand rabbin que j'étais, il fallait que je tienne compte du 25 décembre, qui pour moi, comme pour vous tous, était Noël, dans l'établissement de ce calendrier. La religion est une religion civile qu'on adopte dans la Gola, c'est-à-dire celle des concitoyens. C'est cette réalité non juive qui détermine l'existence de nombre de juifs, même orthodoxes défroqués, et des fidèles observant la tradition dite consistoriale ou même réformée, quand bien même ils se considèrent encore comme religieux. La culture locale, la langue locale, les fêtes locales, je dis bien la langue locale, car finalement, ceux qui parlent d'union du peuple juif feraient peut-être bien de commencer vraiment à parler l'hébreu, pas à le comprendre, simplement pas le lire, bien sûr, mais à le parler vraiment. Et quand je pense que le bar mitzvah lui-même s'est à peine déchiffré en utilisant les lettres souvent des lettres françaises, laïques, latines, c'est bien le mot qu'il faut, et non pas des lettres juives. Pour lire, il ne sait pas lire, à plus forte raison comprendre, et à plus forte raison parler. La langue est une langue qui est la langue locale, la religion civile locale, qui forme la base de la réalité quotidienne des Juifs d'Agola. Certains peuvent toujours rêver d'Israël ou travailler pour sa cause de plusieurs façons. Souvent le soutien à Israël et les missions diverses, voyages d'études ou de solidarité, tiennent lieu d'ersatz, de ferveur religieuse. Néanmoins, leur identité nationale et leur conscience, l'univers fondamental de leur discours est américain, brésilien ou français. Je suis persuadé que même les plus juifs parmi vous, chers auditeurs niçois, ont davantage vu d'images de Albertville et des Jeux Olympiques que d'images de neige de la Galilée et de Jérusalem écrasée sous le poids du manteau blanc. Sans prétendre nier les distinctions perceptibles entre les communautés dans les lieux de la dispersion, les Juifs non religieux en diaspora forment un peuple juif en soi tout à fait différent de celui de leurs grands-parents d'une part et de celui actuellement constitué par leurs, disons, cousins israéliens d'autre part. Donc il y a d'abord les Juifs de la Gola, avec toute leur diversité, car je ne sais pas si le Juif américain, même étant dans une Gola à peu près identique, ou en tout cas qui ressemble à la Gola des Juifs français, ont vraiment beaucoup de points de commun. Je ne parle pas des Juifs qui restent dans la Gola de la Russie. Le second bloc de ce peuple en état de scission et apparente est composé de la majorité des citoyens juifs d'Israël, non orthodoxes, enfin non pratiquants, et qui est attaché à un mode de vie laïque. Et pour cela, il me semble tout à fait symptomatique que le Parti travailliste israélien a osé adopter, bien que beaucoup le regrettent aujourd'hui, une proposition séparant fondamentalement la religion de l'État juif. Donc ils vivent en Israël d'une manière laïque et revendiquent cela. Même ceux qui se définissent comme traditionalistes ne vivent pas fondamentalement dans l'observance des règles détaillées de la halakha et n'acceptent guère l'autorité impérative
du rabbinat, et encore de quel rabbinat s'agit-il, de quel rabbi, de quel rebbe. Ils appartiennent de ce fait à une catégorie à part. Certes, la population des Juifs israéliens vit toujours au rythme d'une religion civile fondée, elle, sur les composantes nationales de la tradition juive, comme les fêtes nationales, du Yishuv, puis de l'État d'Israël. Le calendrier est juif. C'est vrai, encore que on se souvient davantage qu'on est en 1992 qu'en 5752, vous voyez que moi-même, j'ai hésité. Voilà. Bien que le matin, en se réveillant, la radio nationale, la première chaîne de la radio, nous répète d'abord le calendrier religieux, enfin juif, et puis commence par le Shema Israël avant de donner les informations, mais ces informations n'ont qu'un rapport très très lointain avec le Shema Israël qu'on vient d'entendre. Donc le calendrier, le mode de vie et les préoccupations fondamentales, comme la guerre et la paix, le service militaire et le terrorisme, le rôle même de la Bible comme passé culturel commun, la langue hébraïque surtout, le poids déterminant de l'histoire aussi, de la géographie, de l'archéologie si vous voulez, l'hostilité des pays environnants, tout cela crée une culture distincte et un univers de discours neuf et tout à fait spécifique. Alors cela soude effectivement le peuple d'Israël, les Israéliens, mais cela éloigne d'autant des peuples, cela l'éloigne d'autant des peuples de la Gola. Le contenu juif de l'existence et la nature des principales coutumes qui en découlent ont un si grand poids qu'on ne saurait dire que la vie en Israël n'est que la traduction en hébreu de la vie en diaspora, pas du tout. Même si on dit « Ah, mais j'étais en Israël et j'ai pas vu beaucoup de gens religieux », il n'empêche que les gens pas religieux en Israël sont peut-être plus juifs, religieusement parlant, que beaucoup de juifs religieux qui sont dans la Gola. Aussi, ces juifs israéliens peuvent être tenus à leur tour pour un peuple tout à fait différent de leurs grands-parents et de leurs cousins en diaspora. Et finalement plus clairement perceptible depuis les dernières élections, ce troisième peuple virtuel qui regroupe lui l'ensemble des juifs orthodoxes et ultra-orthodoxes à travers le monde. Alors qu'en apparence il semble morcelé en fractions et en fractions de fractions, on peut y décerner en fait trois catégories. Il y a ceux qui admettent totalement la légitimité de l'État juif, sa religion même civile et ses symboles sécularisés comme le drapeau d'Israël, comme la Hatikva, comme le Parlement, souvent sacralisé d'ailleurs par un effet de récupération idéologique. Vu en ce sens restrictif, il forme une partie de la majorité laïque, après tout, laïque religieux. De la même façon qu'il y a des religieux laïques. Oui, en Israël, c'est là possible. Le groupe intermédiaire accepte mi-figue, mi-raisin la réalité de l'État juif et coopère de fait avec lui pour le meilleur et pour le pire. En revanche, il n'adhère pas à l'identité nationale et à la religion civile dominante. Puis le troisième groupe, le plus minoritaire, mais qui fait en fait le plus parler de lui, c'est un élément minoritaire, mais néanmoins à pleine extension, qui rejette l'État Israël en tant que tel, qui tient le sionisme pour une calamité et une hérésie, qui se refuse à faire le service militaire. C'est ce qu'on appelle les Haredim, enfin les orthodoxes, les ultra-orthodoxes si vous voulez, qui ressemblent le plus aux ancêtres communs de ces trois groupes. Qu'ils vivent à Jérusalem, à Bnei Brak ou à Brooklyn ou à Anvers, ils partagent en commun un discours et des institutions qui leur sont propres, la synagogue, l'autorité rabbinique spécifique, la stricte observance de la halakha bien sûr, la Torah et l'étude. Leurs valeurs fondamentales communes et leur mode de vie supplantent toutes les différences entre eux. Alors, il faut pas tout de même, bon évidemment sur le plan politique ou même sur le plan financier, ils se font la guerre pour savoir qui aura le plus d'argent, par exemple, pour les institutions scolaires, éducatives et même sociales. Mais en fait, la Torah les relie. L'orthodoxie et l'ultra-orthodoxie maintiennent des réseaux étroits au sein de la famille et entretiennent des fidélités sectorielles à des rabbins ou à des écoles par-delà les mers et les frontières. Au-delà de la patrie commune, la terre d'Israël perçue dans un sens religieux, ils possèdent une patrie portative constituée par la Torah, le talit, le châle de prière, les tfilines, et un type d'existence radicalement autre. Ils sont différents tant des Israéliens laïcs
que des laïcs en diaspora. Alors la fracture entre les trois groupes est de mauvais augure. Le slogan « Nous sommes un peuple uni » est aujourd'hui l'expression d'un désir, d'un slogan, et reflète peut-être de moins en moins la réalité, à en juger par un nombre déclinant de ceux qui y croient et pratiquent cette conviction d'unité. D'ailleurs, est-ce que les communautés de la diaspora elles-mêmes ne s'entre-déchirent pas entre telle organisation et telle autre, entre l'appel unifié et... Bon, enfin, je ne veux pas entrer dans les détails, il y a longtemps que je me mêle plus de ces querelles intestines, mais tout de même, cela existe. Et ce déchirement n'est pas né d'aujourd'hui. Depuis l'émancipation, les Juifs ont tenté de choisir une voie entre les deux extrêmes, allant des murs hermétiquement clos du ghetto à la tentation de l'assimilation dans le cadre d'une société ouverte. Alors les trois peuples en puissance représentent déjà ces trois tentatives de trouver cette route. C'est ce que nous allons essayer de voir dans notre prochaine chronique Shalom. Ici Yoshua Lévi qui vous parle de Kfar Maimon, bonjour. Je vous ai parlé des trois routes qu'essaie d'emprunter aujourd'hui telle ou telle fraction du peuple juif. La première voie vise l'acculturation tout en cherchant à préserver une identité juive dans un cadre diasporique. La centralité d'Israël, illustrée dans le déploiement d'efforts politiques et même financiers menés en diaspora, ne parvient pas à boucher le fossé existentiel ou à rapprocher les préoccupations et les styles de vie. Les Juifs en diaspora parlent d'israélocentrisme, mais pratiquent un diasporacentrisme. D'une certaine manière, l'action pour Israël est une religion de substitution, un composant sacré de leur identité juive. Je donne de l'argent pour Israël, donc je suis juif. Les bénéfices politiques qui peuvent en être retirés par Israël et la participation à la vie publique et médiatique voilent en fait le fossé et du même coup le préservent. La seconde voie considère l'identification nationale et la souveraineté en Israël comme la seule garantie d'une existence juive libre. Autrement dit, c'est la solution sioniste. La troisième voie, enfin, construit des murailles plus ou moins hautes autour du peuple, dont le centre demeure la halacha, la Torah. La question qui est juive doit être considérée en tenant compte de cet arrière-plan historique. La convergence d'intérêts actuels entre les blocs rejetant la halacha, tant en Israël qu'en diaspora, ne saurait effacer la distance qui les sépare. Ça pourrait être l'occasion d'introduire quelques changements et de rapprocher les conservateurs, les réformés, les libéraux à la majorité sioniste israélienne. Mais il suffit qu'une crise éclate qui mette en jeu le propre gouvernement étranger dans lequel on se trouve pour que immédiatement on se sente mal à l'aise. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne les Juifs américains par rapport à l'attitude politique de leur propre gouvernement, qui est loin d'être amène à l'égard des Israéliens, et combien certains Juifs américains sont parmi les plus grands contentateurs de la politique israélienne. Cette projection de trois peuples en voie de constitution reflète l'histoire et la sociologie des dernières années écoulées. Le traumatisme de la Shoah et l'appel unificateur suscité par la naissance d'Israël sont en fait en récession. S'il n'y avait pas les crises importantes comme celle du Golfe, je crois qu'on l'aurait vu davantage encore. De nouvelles générations sont apparues qui n'ont pas connu Joseph, comme on dit dans la Bible. Bien que 40 ans, ou le double, soit une période brève dans la perspective de l'histoire juive, la culture de masse et le développement des moyens de communication défient le temps et accélèrent le changement social. L'histoire future peut encore bouleverser les prévisions sociologiques, ça c'est déjà vu. Qui aurait cru, par exemple, qu'il y aurait des centaines de milliers de Juifs d'Urs en Israël il y a 3 ans encore? Mais l'histoire future peut donc encore bouleverser les prévisions. L'histoire est un joker dans le jeu de cartes placé entre les mains de Dieu. Mais se fier à l'histoire seulement, c'est aussi courir au désastre. Une nation est un plébiscite de tous les jours. La volonté d'unité du peuple juif, la foi profonde en une nation juive et les valeurs communes découlant de la Torah, de la culture de la Torah, de la tradition, sont encore plus forts, ou doivent l'être, et il faut en être conscient, que les schismes et les divisions.
Mais il ne faut pas se voiler la face, il me semble que les signes avant-coureurs du danger sont déjà là. S'il demeure encore assez de juifs pour vouloir perpétuer un peuple juif uni et indivisible, nous pouvons alors changer la tendance actuelle et contribuer à forger l'avenir. C'est, je crois, le rôle des radios juives et notamment de Radio Shalom Nitzal, et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous envoyer jour après jour ces chroniques. Pour garder le lien, pour essayer justement de nous sentir unis et solidaires malgré les signes de craquement dans cette unité. Cela nécessite la compréhension approfondie des évolutions en cours, le respect mutuel entre les blocs et une dévotion intense à l'unité et à l'avenir du peuple juif. L'enjeu va bien au-delà d'une péripétie pour parler de paix, ou même d'une péripétie électorale comme celle que nous allons vivre en Israël et vous aussi par ailleurs en France. L'enjeu va même au-delà de la péripétie politique en Israël, ou même d'une lutte intercommunautaire en diaspora. Il me semble qu'il existe donc 3 courants différents dans la pensée des Juifs les plus sincères, les plus libres, 3 routes qui s'offrent, et toutes 3 sont belles, mais chacune mène dans une direction opposée aux 2 autres si l'on n'y prend garde. Il y a la généreuse union du Juif avec sa patrie d'adoption, la France, si vous voulez. Il y a la grande idée que les Juifs dispersés dans le monde sont et doivent être les enfants de la loi. Et puis il y a le rêve de fonder un État juif. Je parle du rêve parce qu'en fait il s'agit là d'une citation de André Speer qui date, écoutez bien, du 7 décembre 1913. 1913. Et voici ce que André Speer disait. Je dis que je trouve de la grandeur dans ces 3 parties. Il est beau d'apporter à la nation à laquelle on se trouve, à l'épouse qu'on a choisie, tout ce qu'on a de meilleur, afin d'enfanter ensemble une race plus riche. Il est beau de rassembler le troupeau dispersé de son peuple, de lui rendre, avec une patrie propre, le sentiment de son unité, de sa force et de son Dieu caché. Je rappelle que c'est André Speer en 1913. Il est beau de se faire à travers le monde les apôtres sans cesse en marche, sans foyer, sans cité, qui ont Dieu pour seule patrie et qui répandent sa parole. Mais il n'est pas possible de concilier en une seule poitrine ce triple idéal, disait Speer. Il faut choisir. Et le choix ne saurait être le même pour tous les Juifs. C'est en cela peut-être que nous avons évolué. Car entre-temps, il y a eu la Shoah. Et entre-temps, il y a eu la concrétisation du rêve sioniste par la création de l'État juif. Et entre-temps, il y a eu le retour de centaines de milliers de Juifs à la Torah. Alors peut-être que ces voies ne sont-elles pas divergentes, mais que de plus en plus on saura, à condition d'être tolérants les uns envers les autres, que le judaïsme forme une unité, un peuple et un seul Dieu créateur du monde. Shalom, c'était Yoshua Levi qui vous parlait de Kfar Maimon au sujet de l'unité du peuple juif. Shalom. Ici Yehoshua Levi. Je vous ai parlé de l'unité, de cette tension du juif vers l'unité qui fait du judaïsme un phénomène de l'humanité et de la question juive une question humaine. Il suffit qu'on ouvre les grands documents de l'Antiquité juive à n'importe quel endroit, qu'on lise dans les livres historiques les récits de l'apostasie, dans les livres des prophètes les exhortations à triompher de l'injustice, dans les psaumes la clameur qui monte sans cesse vers le Dieu qui purifie, ou bien dans le livre de Job les mots pénétrants qui traduisent la dualité intérieure, que la volonté est impuissante à surmonter, que la lutte solitaire de l'individu ne peut vaincre, et dont seule la rédemption nous affranchit. Partout on y trouvera dans ce sentiment et cette expérience de la division, partout on y trouvera l'aspiration vers l'unité. C'est cette tension vers l'unité qui est à l'origine de la créativité du juif, de l'effort pour faire émerger l'unité à partir de la division de la communauté. Il a conçu l'idée de la justice universelle. De l'effort vers l'unité à partir de la division de tout ce qui vit, il a conçu l'idée de l'amour universel. De l'effort vers l'unité à partir de la division du monde, il a conçu l'idéal messianique.
Une seule chose est nécessaire. L'âme profonde du judaïsme sait que tous les contenus sont néants lorsqu'ils ne convergent pas vers l'unité, et qu'une seule chose importe dans toute la vie, l'unité. Tel est et reste le sens fondamental du judaïsme pour l'humanité, conscient comme ne l'est aucune autre communauté de la dualité foncière de l'être. Il annonce un monde où elle devra être abolie, un monde de Dieu qui veut être réalisé dans la vie de l'individu comme dans celle de l'ensemble des hommes, le monde de l'unité du chemin Israël. Hachem Echad, Dieu est un, et donc son univers est un, et donc le peuple juif doit retrouver son unité et rester uni.